bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans un congrès scientifique où les données sont mesurables, chiffrables et quantifiables. Il est intéressant aussi, à côté de cet aspect purement scientifique, d'avoir une vision artistique du thème qui a été choisi cette année par l'ADES et le groupe laser de la SFD, c'est-à-dire les fanères. Et c'est à ce titre que nous te recevons, Corinne, et tu as une double casquette, puisque tu es dermatologue, élève de Jacqueline Sayag, installée au Pen Mirabeau, en région marseillaise, d'une part, et d'autre part, tu es écrivain. Tu as édité et fait publier 2 romans aux éditions Amfortas, Le thé des amants et La balade de la jeune fille triste, que je vous recommande particulièrement. Alors, lorsque nous avons réfléchi à comment interpréter d'un point de vue artistique et littéraire le thème de cette année, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que c'est une littérature du trop-plein, avec un excès de cheveux? Est-ce une littérature de l'absence et du vide, en particulier avec la pelade et l'absence de poils? Et c'est pour ça qu'on avait besoin de tes lumières de ce point de vue-là. Alors si tu veux commencer par l'excès, tu nous éclairerais bien évidemment. Alors tout d'abord, je te remercie Gérard et je remercie Anne et Philippe de m'avoir proposé ce sujet qui est passionnant et qui m'a permis durant toute une année de faire des lectures très intéressantes et assez éclectiques, comme on va le voir, puisqu'on va balayer un peu toutes les époques, et un petit peu se promener dans le monde. Alors, la littérature, comme la dermatologie, en effet, s'intéresse au trop-plein de cheveux. Et dans l'Ancien Testament, on retrouve, par exemple, Nabuchodonosor, qui est châtié du fait par Dieu d'avoir été trop orgueilleux et qui va avoir ses cheveux qui vont pousser comme les ailes des plumes de l'aigle et qui va avoir ses ongles qui vont pousser comme les griffes des oiseaux. Alors, ce trop-plein, on le retrouve aussi dans le mythe de la Méduse, où on a donc autant de serpents dressés sur la tête de la Méduse. Et ce mythe donc de Persée qui va, grâce au casque d'invisibilité et grâce au bouclier que lui a confié Athéna, décapiter la Méduse, a été repris, ce qui est assez amusant, par Freud, avec une interprétation psychanalytique comme une angoisse de castration. Et donc, les serpents ne sont plus menaçants, mais c'est des pénis qui sont sur la tête de la Méduse. Donc, je trouvais cette interprétation assez amusante. Après, si on s'intéresse aux anomalies de structure acquise, on peut reprendre le mythe de Daphné, donc, qui est traité dans les Métamorphoses d'Ovide. Donc, Daphné est poursuivie par les ailes d'Apollon. Apollon a subi la vengeance de Cupidon, qui lui envoie une flèche d'or, qui le rend amoureux donc, de Daphné, tandis que Daphné reçoit une flèche de plomb qui va lui donner une aversion pour Apollon. Donc, elle appelle le dieu Pénée, son père, dieu du fleuve, à la rescousse, qui va la transformer en laurier. Donc, et Apollon, au-delà de cette transformation, gardera le laurier comme son arbre, avec les couronnes qui vont couronner les jeux, les chants et les jeux poétiques. Et dans les anomalies de structure, on pense bien entendu aux troubles de la coloration, on pense à poils de carotte. Alors évidemment, le roux, je vais peut-être à ce moment-là en parler maintenant. Donc le roux, le rejet de poils de carotte, la diabolisation, la fourberie avec le renard, le roux qui souvent, dans un but physiognomonique, qui est attribué aux femmes de petite vertu. Mais j'ai retrouvé aussi Lilith, qui est la première femme d'Adam, donc qui est une image des féministes juives et qui serait née non pas de la côte, mais de la terre glaise, qui est l'égale d'Adam, qui est créé par Dieu en même temps qu'Adam. Et ils s'entendent si mal, ils se disputent tant que Lilith finit par être rejetée dans le ciel. Et on la retrouve dans la littérature, notamment dans un roman d'Anatole France et dans un recueil de nouvelles de Primo Levi qui s'appelle Lilith.
Puisque nous sommes dans la mythologie, on peut peut-être poursuivre et rentrer sur le versant un petit peu, j'allais dire, du manque. On pense bien entendu au mythe de Samson. Alors là aussi, hein, la littérature se superpose à notre spécialité. Donc Samson, dont le secret va être extorqué par Dalila. Elle va lui couper ses 7 tresses de la main gauche pendant son sommeil. Elle a réussi à l'endormir. Et donc, appeler les Philistins qui vont lui crever les yeux. Donc, et quand ses cheveux vont repousser, il va arriver à faire écrouler un temple et tuer ainsi des milliers de Philistins. On ne peut. L'image de soi passe aussi par la relation amoureuse, et j'étais très intéressé des remarques que tu avais faites dans un autre lieu sur le mythe de Lancelot du Lac et le fait que les chevaliers de la table ronde avaient besoin d'une part des cheveux de la belle pour poursuivre leur quête initiatique. Alors, au Moyen-Âge, en fait, c'est le blond qui est chanté dans le Finamore. Et dans plusieurs ouvrages de Chrétien de Troyes, on retrouve donc le cheveu qui est la seule représentation du corps de la belle dans Lancelot du Lac ou le chevalier de la charrette. Donc Lancelot va retrouver un peigne dans lequel sont entremêlés des cheveux de sa bien-aimée. Et il va obtenir donc de la servante de Guenièvre, qui vient réclamer le peigne, de garder les cheveux. Et donc il y a tout un passage où Lancelot se pâme au contact de ses cheveux. Donc c'est la seule image. De même, dans Tristan et Iseult, les cheveux blonds, toujours les cheveux blonds d'or, qui sont d'un or inimitable, qui sont les cheveux d'Iseult, et qui sont apportés un matin par 2 hirondelles de mer sur la fenêtre du roi Marc, qui va demander de retrouver cette jeune fille à laquelle appartiennent ses cheveux pour en faire sa femme à Tristan. Et on connaît la suite. Dans le bateau du retour, Tristan et Iseult boivent par mégarde le vin herbé, le filtre, qui va les rendre follement amoureux pendant 3 ans. Donc c'est pas Bec BD qui a trouvé que l'amour durait 3 ans. Bon, maintenant que nous avons vu la mythologie, est-ce que dans la littérature contemporaine, tu pourrais nous faire profiter de tes lectures et nous donner quelques conseils et des livres qu'on ne lâche plus des mains une fois qu'on les a commencés? Alors bien volontiers. Avant, je ferai juste une petite aparté sur La chevelure de Bérénice, qui est un roman plus ancien, parce que je trouve l'histoire charmante. Donc Bérénice, qui est donc on reste dans la mythologie, qui est la femme de Ptolémée III, donne ses cheveux à Aphrodite. Donc elle fait couper sa chevelure pour que son mari revienne sain et sauf de la guerre. La chevelure est déposée sur l'autel. Dans la nuit, elle disparaît. Et donc l'astronome de la cour la rassure en lui disant « elle est là ». Donc le nom de la constellation de la chevelure de Bérénice. Et ce titre a été repris par Claude Simon, qui a écrit un court roman inspiré de l'œuvre de Miro et des femmes dans l'œuvre de Miro. Donc c'est un roman d'une 50aine de pages qui est très poétique. Donc dans la couleur... on peut également s'intéresser aux auteurs du 19e qui ont remis le brun à l'ordre du jour. Hein, je me permets de défendre un petit peu le brun. Par exemple, si on prend le rouge et le noir de Stendhal, donc le brun pour Stendhal, c'est le caractère italien. Donc il oppose le brun de Madame de Rênal au blond de la fleur de cerf que représente Mathilde de la Mole. Donc, de même, les héros de Balzac ont souvent beaucoup plus de caractère quand ils sont bruns et sont plus effacés, féminés quand ils sont blonds. Donc, et on peut passer au noir. Alors, le noir des cheveux dénoués de Baudelaire, hein, la chevelure de Baudelaire, un hémisphère dans une chevelure, qui est le poème en prose qu'il a adapté de la chevelure. Donc, ce noir qui est exotique, qui fait rêver, qui fait voyager, qui est parfumé et qui est repris aussi dans... Alors, on le retrouve aussi avant Baudelaire dans l'Atala de Chateaubriand. Hein, donc, vraiment, ce noir qui est un peu dans le courant orientaliste de l'époque.
Pour revenir au roux, il y a le roux aussi de Zola, d'Ornana, hein, avec ses cheveux dénoués, puisque la femme en cheveux est aussi une femme de petite vertu. Donc il y a la couleur et puis il y a la coiffure, bien sûr. Et la coiffure sage et nouée des femmes vertueuses ou des vierges. Et donc pour répondre à ta question, puisque là j'ai fait une aparté, sur les romans contemporains donc, qui traitent du sujet des cheveux ou des ongles, hein, puisqu'on a moins parlé des ongles. Mais on a également des exemples dans la littérature. Je parle un petit peu des ongles pour raconter donc une anecdote un peu macabre sur Éricto, une sorcière de Thessalie qui ronge les ongles des cadavres. Donc dans une œuvre du neveu de Sénèque, Lucain. Donc les ongles dans la littérature contemporaine, donc j'ai apporté les bouquins, c'est plus simple. Donc les ongles de Mikhail Elizarov, qui est un bouquin très récent de 2014, qui traite du passage de l'URSS à la Russie actuelle au travers de deux héros qui sont orphelins. Et alors on retrouve un petit peu dans les ongles de Mikhail Elizarov le thème de Steinbeck dans Des souris et des hommes, puisque dans Steinbeck c'est un fétichisme des cheveux. Dans les ongles, c'est le héros laisse pousser ses ongles et les coupe avec des incantations. Donc les autres conseils de lecture, c'est La moustache d'Emmanuel Carrère. Donc c'est un homme qui va raser sa moustache et son entourage ne s'en aperçoit pas. Donc à propos de la moustache, on a aussi une nouvelle jubilatoire qui raconte donc c'est une nouvelle de Maupassant, qui a écrit aussi La chevelure, d'ailleurs. Donc, on n'a pas assez de temps, mais on peut en parler en aparté. Donc, Maupassant dit qu'un baiser sans moustache, c'est vraiment un baiser sans piment. Donc, ce livre que j'offre à Gérard, à toutes fins utiles, pour la moustache. Et ensuite, très rapidement, donc, Les cheveux de Lucrèce, qui est sorti l'année dernière à l'entrée littéraire sur une mèche de cheveux de Lucrèce Borgia qui est gardée à la médiathèque, qu'on peut voir à la médiathèque voisine de la Pinacothèque de Milan. Alain Pauls, Histoire de cheveux, sur l'histoire de la recherche du coiffeur parfait par le héros. Donc ça se passe en Argentine. Et dernier conseil de lecture de Gabriel Garcia Marquez, qui est un peu plus ancien, de l'amour et autres démons, qui dans le début se passe dans un monastère où on retrouve le cadavre d'une jeune fille de 13 ans dont les cheveux ont poussé de plus de 20 mètres. Bon, je te remercie de ce cadeau. Je n'ai plus guère d'espoir pour la chevelure. Par contre, pour barbe et moustache, tout n'est pas encore perdu. Tu seras vraiment à la mode. Voilà. Donc, je te remercie de nous avoir fait voyager au cours du temps, et dans l'espace pour cette revue de la littérature, c'est le cas de le dire. Et si tu veux bien nous donner quelques mots de conclusion et nous dire ce qui t'a le plus marqué au cours de cette année de lecture. Alors le mot de conclusion, c'est quand même l'intérêt à travers les siècles de la littérature pour les fanères, hein, puisqu'on part de l'Ancien Testament, de la mythologie, et on va même jusqu'à la rentrée littéraire 2016, puisque Amélie Nothomb nous gratifie cette année, après Barbe Bleue, de Rica la Houppe, revisité à sa sauce, donc que je vais lire prochainement, je n'ai pas encore eu le temps. Et je finis sur cette jolie image d'un auteur que j'affectionne, donc Mishima. Donc j'ai trouvé que la couverture illustrait bien notre propos. Et en fait, c'est une métaphore de la frigidité de la femme, donc avec cette beauté emprisonnée, hein, où les cheveux représentent la beauté. Donc je vous conseille de lire sur la psychanalyse donc d'un cas de frigidité au Japon. Voilà, je te remercie, Corinne. Merci à toi, Gérard.